Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un update lecture. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait un et du coup j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. Alors je vais essayer d'aller assez vite sans pour autant que ce soit trop rapide. Et puis surtout je vais essayer de faire des updates lecture un peu plus réguliers comme avant, même si parfois j'ai peu de livres à vous présenter. Donc vous verrez, il y a du fantastique, il y a de la romance, il y a de l'historique, il y a un peu de tout, il y a tous ces livres-là, plus quelques livres numériques. Le premier livre que j'ai lu, c'est N'oubliez pas de tomber amoureuse à Paris de Mademoiselle Peppergreen, qui est sorti aux éditions Mazarine. Oui, c'est ça, il est sorti début avril. Et donc c'est l'histoire de Jamna, qui est une franco-américaine et qui vient de finir ses études en journalisme. Et sa mère lui propose un job qu'elle a trouvé à Paris, où elle pourra travailler avec une des grandes prêtresses du show business. Et un peu contre sa volonté, Gemna va retourner à Paris pour passer cet entretien d'embauche dans une société à laquelle elle pensait pas du tout travailler, puisqu'elle elle préférait faire du journalisme, sauf que comme elle a pas tout de suite trouvé le métier, voilà, elle se décide de tenter sa chance là-dedans. Et du coup on va découvrir le monde du showbiz et surtout des télés, tout ce qui peut se cacher derrière, tout ce qu'on ne voit pas au final quand nous on regarde la télé, quand on regarde les grandes émissions de musique, puisque là Gemna va travailler pour l'émission Lost in Music, et du coup elle va devoir s'occuper des stars internationales. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on retrouve beaucoup de codes de Le Diable s'habille en Prada dans ce livre-là, puisque Jenna n'est pas du tout showbiz, enfin pas du tout là-dedans. Elle s'habille assez décontractée et tout, alors que sa patronne donne des ordres à tout le monde, et tout le monde tout le monde a peur d'elle, etc. Et du coup là, j'ai beaucoup aimé retrouver ces codes-là que j'avais bien aimé dans le film. Donc Le Diable s'habille en Prada, bien sûr. Et voilà. Après on a aussi Gemna qui ne se laisse pas tout le temps faire, qui est aussi un peu gauche et du coup ça donne lieu à quelques scènes qui sont assez drôles. J'ai bien aimé aussi un peu rouler des yeux face à tout ce que les stars du showbiz peuvent demander, ou même les dirigeants de l'émission pour laquelle elle travaille. Enfin, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont juste horribles, que une personne normale pourrait pas du tout demander, et là, voilà, on a l'impression que c'est qu'on vit en fait dans un autre monde. Et l'autre chose que j'ai bien aimé, c'est que même si c'est un peu romancé, je pense, tout ce qui nous est décrit dans ce livre-là a existé ou quasiment, puisque en fait Mademoiselle Peppergreen c'est un ensemble de personnes qui ont travaillé dans le show business et qui vont en fait nous raconter un petit peu, je pense, à travers ce personnage, à travers Gemna et tout ce qu'elle va vivre, des choses que ces personnes-là ont pu elles-mêmes vivre. Et du coup, ça donne un peu plus de réalité et ça ancre plus ce roman dans la réalité. Pour final, on a quand même une petite romance en fond qui, euh, voilà, qui est assez légère et en même temps qui nous montre que dans ce monde de faux semblants, etc., c'est quand même assez compliqué de trouver l'amour et de savoir qui est sincère et qui ne l'est pas. Le seul reproche que je pourrais faire au roman, c'est que il est parfois un peu rapide dans ses scènes, voilà, il fait pas énormément de pages et des fois j'ai l'impression de passer d'une scène à l'autre d'une vitesse trop surréaliste. Mais bon, sinon ça a quand même été une très bonne lecture. Ensuite on passe dans du fantastique historique avec This Vicious Mask de Tarun Shanker et Kelly Sekas, euh, que je vous avais présenté je crois il y a 2-3 mois parce qu'il sortait au tout début de l'année 2016, et donc c'est un mélange de Orgueil et Préjugés et un peu X-Men, puisque c'est l'histoire de Evelyn qui vit en Angleterre dans les années 1800 et elle n'a pas envie de se marier, elle a envie de profiter de la vie, etc. Et un jour en fait sa sœur va se faire enlever et là elle va partir la rechercher à Londres avec un de ses amis, et là-bas elle va rencontrer aussi Sébastien qui, donc Monsieur Braddock aussi qui s'appelle, qui va lui révéler certaines choses et en particulier les pouvoirs étranges que possèdent certaines personnes, et que c'est pour ça que lui aussi recherche sa sœur. Donc ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est un peu comment les auteurs ont réussi à mélanger ce côté fantastique, ce côté pouvoir avec l'époque de 1800, puisque nos personnages doivent à la fois en menant leur enquête, en découvrant que les personnages ont des pouvoirs, respecter les codes de la bienséance et les codes de l'époque, surtout de la réputation, en particulier pour Evelyn qui est une femme. Et voilà, j'ai bien aimé me rendre compte, voilà, comment les personnages arrivent à comprendre leurs pouvoirs alors qu'ils vivent dans une société complètement
réticente à ces choses-là. Ça pourrait pas, c'est pas comme dans notre société où on a tous les super-héros, etc. Là, dans leur société, si on parle de pouvoir, ça parle de diable, etc. Du coup, c'est très très mal vu. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est nos personnages, en particulier Evelyn, qui ne se laisse pas du tout faire, qui a une vision assez contemporaine du monde dans lequel elle vit. Elle se laisse pas du tout entraîner par toute cette effervescence autour de bal, autour du mariage, etc. Elle a envie de vivre sa propre vie et de tirer ses propres ficelles. Et quand on la met à côté de Sébastien, on a quelque chose de totalement des tensions qui se créent entre ces deux personnages que j'ai beaucoup aimé. On retrouve en fait Elisabeth et Monsieur Darcy de Orgueil et Préjugés, et en même temps, enfin voilà, j'ai bien aimé toute cette dynamique entre ces deux personnages, et aussi le fait que même si on voit en fond se profiler une sorte de triangle amoureux, ça reste en fond, l'action vraiment prime, il y a peu de pauses, on enchaîne les situations tout en, enfin, tout en, j'arrive pas à trouver mes mots, et ça reste très naturel dans la façon dont ça s'enchaîne. On se rend compte très vite que la couverture avec le masque et le titre n'y est pas pour rien, puisqu'on se rend compte que tout le monde porte un masque, que tout le monde a des secrets, et que ces secrets se révèlent au fur et à mesure. Je pense qu'on en saura encore plus dans le prochain tome, et qu'on en découvrira encore plus sur certains des personnages, puisqu'on en découvre quand même pas mal à l'intérieur. Et voilà, j'ai bien aimé toute cette enquête qui vraiment nous plonge dans cette Angleterre et nous fait lire, voilà, dévorer les pages du début à la fin. On continue toujours dans l'historique, cette fois avec La Rose et la Tour de Fiona McIntosh, qui est sortie aux éditions Milady. Donc c'est quand même un petit pavé qui là nous emmène dans les Highlands. Donc c'est l'histoire de Jane qui... de Jane qui en 1780... non, en 1800... en 1979 je crois, je sais plus. 1979 je crois. Enfin voilà, dans ces années-là, qui est à Londres avec son futur mari, donc son fiancé, et celui-ci va malheureusement tomber dans le coma. Et du coup, Jane, pour essayer de le sauver, va retourner dans un voyage qui va l'emmener 200 ans en arrière, au temps de la guerre entre les Écossais et le trône d'Angleterre. Donc voilà, ce que j'ai bien aimé dans ce livre-là, c'est retrouver les Highlands, retrouver les us et coutumes de l'époque géorgienne, que l'auteur enfin, voilà, s'inspire vraiment de faits réels qu'on peut retrouver dans d'autres livres, et c'est ça que j'ai bien aimé, pour nous présenter une histoire qui pourrait paraître plausible quand elle se passe dans le passé. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la façon dont le voyage dans le temps est introduit. Parce que je me demandais comment Jane allait revenir 200 ans en arrière sans que ça fasse quelque chose de totalement surréel. Et finalement, j'ai trouvé ça très bien tissé et presque, on pourrait dire presque plausible. Du coup, voilà, ça c'est les parties que j'ai bien aimées dans le roman. Ensuite, j'ai eu quand même quelques déceptions. Donc Jane a un caractère assez fort, assez, enfin voilà, décisionnel. Elle veut garder en main sa vie. Et elle a déjà du mal avec son fiancé à vraiment lui donner un peu, on va dire, les rênes. Et là, je me suis dit, bah c'est bien, ça va dénoter un peu avec le caractère des femmes de l'époque géorgienne. Et ça va nous donner lieu à des scènes un peu cocasses où elle va pas savoir vraiment comment s'y prendre. Sauf que ça s'arrête trop vite, puisque Jane est historienne et elle connaît, soi-disant, très bien cette époque. Et du coup, elle va très très rapidement se mettre à parler comme eux, agir comme eux. Et, et bah du coup, bon, voilà, j'ai trouvé que le temps d'adaptation quand elle revient en arrière est trop rapide, trop soudain, et du coup ça, on perd un peu, enfin voilà, on perd tout ce qui pourrait faire un peu le charme du roman. On pourrait se dire, bah autant qu'on soit directement dans l'histoire ancienne et qu'il n'y ait pas d'histoire de retour dans le temps si elle s'y habitue aussi rapidement. L'action est assez longue, et au moment où je commençais à m'ennuyer, heureusement il y a eu le personnage de Julius qui apparaît, qui voilà, qui fait très chevaleresque, très protecteur, et en même temps on a toute une histoire qui fait que Jane ne peut pas être avec lui, puisque bien sûr elle est fiancée à Will. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que elle va se mettre dans la quête de sauver le comte Nithsdale, qui a été enfermé à la tour de Londres et qui va être exécuté. Donc elle doit le sauver pour pouvoir sauver Will, son futur mari, puisque les deux sont en fait ancêtres. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'elle peut pas tomber amoureuse de Julius. Sauf que leur relation va être trop soudaine, trop... et à la fois trop inexistante. Au premier regard, il va se passer quelque chose. En quelques scènes, voilà, ça va aller plus loin. Et puis d'un seul coup, ils vont se séparer. Et au moment où je m'attendais à ce que quand même ils reviennent, parce que, bon, il fait quand même pas mal de pages ce livre-là. Et ben non, on le revoit pas avant la fin. Et du coup,
Voilà, je suis un peu restée sur ma faim de ce côté-là, parce que ça a été trop soudain et en même temps il y a eu trop peu de choses. Et voilà, sinon l'histoire, enfin l'action va tourner tout autour de la libération du comte Nithsdale. C'était bien, mais bon, il y a quand même des passages qui sont assez longs, et puis voilà, j'ai quand même été frustrée avec Julius. Donc c'est pas la meilleure histoire que je pourrais vous recommander. On continue avec Bloodlines de Richelle Mead, donc le premier tome de la série spin-off de Vampire Academy, qui est aussi sorti je crois en français, mais je sais plus s'il est encore édité chez le Castelmore. Donc là j'ai lu en VO, comme vous pouvez le voir c'était un tome que j'avais eu d'occasion, et ça faisait 2 ans qu'il traînait dans ma palle. Et aujourd'hui j'ai décidé de me relancer dans ce tome. Et j'ai beaucoup aimé retrouver tout cet univers qui avait été créé par Richelle Mead et que j'avais beaucoup aimé, donc autour de ces vampires, Moroi, Dampire et Strigoi. Alors comment je vais faire pour ne pas trop en dévoiler sur la série Vampire Academy pour ceux qui l'ont pas lu. Donc là on va suivre en fait Sydney qui est une alchimiste, je vous en dis pas plus si vous n'avez pas lu les autres tomes, et elle va être envoyée à Palm Spring plutôt, pour protéger une Moroi. On va retrouver des personnages qu'on avait dans les tomes précédents, et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'était des personnages qui restaient plutôt secondaires et là qui vont prendre un peu le pas. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est le caractère de Sydney qui est assez... Pareil, au final j'aime bien les femmes fortes, etc. Qui ne se laisse pas faire et en même temps qui a vécu avec toutes ces croyances qui lui ont été enseignées par les alchimistes, qui fait qu'elle va se méfier de certaines choses qu'elle ne devrait peut-être pas, mais qui lui donne quand même ce petit quelque chose qui fait que j'ai beaucoup accroché avec elle. On a un peu d'action, mais si on y réfléchit bien, on sent les choses arriver de très très loin. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses. Si on a lu la première saga et qu'on s'en rappelle encore, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit venir. Mais voilà, j'ai bien quand même aimé me replonger dans cet univers plutôt. Et voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai quand même passé un bon moment avec ce premier tome. Je crois qu'il y en a 6 qui sont sortis. Et je pense que je continuerai peut-être avec les versions e-book des autres. Voici venu le moment où je vous parle de The Winner Kiss de Marie Rutsotsky, qui est le dernier tome de la trilogie The Winner Trilogy, que j'avais découvert en août, dont je vous ai déjà beaucoup parlé puisque ça a été un énorme coup de cœur, un peu une révélation on va dire. Donc c'est un young adult, non, un young adulte fantasy, avec une histoire de complot, de politique qui prime sur toute l'action et que j'ai beaucoup aimé, puisque même si on pourrait penser que ça peut être long, ça peut être lourd, pas du tout. J'aime beaucoup la plume de l'auteur, la façon dont elle nous fait rentrer dans ces jeux politiques, la façon dont on ne s'attend jamais à ce qui va se passer, à qui va trahir qui va dire quoi, qui va agir comme quoi, et ces 2 personnages principaux, Arin et Kestrel, qui ont une sorte d'alchimie et en même temps qui ont 2 personnalités tellement différentes, tellement fortes, que c'est très difficile de pas s'attacher à eux, de pas vouloir des choses pour eux, pas vouloir qu'ils voient au-delà des apparences et qu'ils se rendent compte de certaines choses malgré tous les mensonges qui peuvent être dits. Voilà, ça a été un énorme coup de cœur et ce dernier tome conclut vraiment vraiment bien la saga. Donc là, on va plus avoir d'action puisque la guerre a vraiment commencé cette fois-ci, et on retrouve bien sûr nos personnages qui vont essayer de se chercher eux-mêmes, de se retrouver eux-mêmes, de comprendre à qui leur cœur est fidèle, on va dire, est-ce que c'est à leur peuple ou est-ce que c'est à l'un et l'autre. On va avoir quelques scènes de suspense et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur a écrit ce tome-là, puisque dans les premiers tomes on avait un changement de point de vue par chapitre. On avait beaucoup le point de vue de Kestrel, mais de temps en temps celui d'Arin, qui nous permettait de savoir parfois ce qui allait se passer. Et là ici, on va avoir dans les scènes vraiment d'action, on va avoir par paragraphe, un paragraphe Kestrel, un paragraphe Arin, et du coup, c'est encore pire parce que on a que des petits bouts et on saute de l'un l'autre sans savoir ce qui se passe pour l'autre tout de suite. Et voilà, ça amène quelque chose de la tension, du suspense toujours plus fort parce que là encore les décisions sont très importantes. S'ils font les mauvaises, ça pourrait mal tourner. À fur et à mesure des tomes, on se rapproche de plus en plus de beaucoup de personnages, on n'a pas envie qu'il leur arrive du mal. Et voilà, la fin est juste très très belle, elle ne se finit pas trop vite, pas trop gnangnan non plus. Voilà, pour moi c'est un livre que je vous conseille si vous lisez en anglais, que je vous invite à découvrir puisque ça a été une énorme découverte. On termine par Bad Romeo de Leisa Raven, donc Starcrossed, le tome 1 qui
sort ce mois-ci aux éditions J'ai lu, je crois, en français si vous voulez le lire. Donc c'est l'histoire de Casey qui rentre à la fac, dans une fac donc des arts dramatiques, et là-bas elle va se retrouver à jouer Roméo et Juliette avec Ethan qui est le garçon un peu reclus, un peu mystérieux et en même temps quand même incroyablement sexy. Et peu à peu, voilà, ils vont se rapprocher, sauf que Ethan va lui briser le cœur et on va les retrouver 5 ans plus tard, je crois, et là ils se retrouvent de nouveau sur une pièce à Broadway à devoir jouer ensemble. Voilà, donc quand j'ai lu le synopsis, j'ai craqué et j'ai tout de suite pris le e-book pour pouvoir le lire rapidement. Donc voilà, j'ai un avis un peu mitigé, puisque autant j'ai dévoré toutes les pages, tout le début jusqu'à presque la fin. On avait vraiment cette tension entre ces deux personnages qui moi-même m'a fait vibrer, et voilà, dès qu'ils étaient dans la même pièce, on sentait cette attirance, toutes ces choses entre eux, et en même temps c'était complexe, ils ne tombent pas trop vite l'un pour l'autre, ils ont... Enfin voilà, il y a toujours quelque chose qui va être dit ou fait qui fait qu'ils vont un peu se reséparer, voilà, c'est un peu du je t'aime moi non plus, et voilà, j'ai beaucoup... Enfin, ça, voilà, ça m'a fait... Faut que j'arrête avec les voilà. Hein. Ça m'a fait dévorer tout l'ensemble du roman, puisqu'en même temps on avait en fond cette Roméo et Juliette, cette pièce, et on avait aussi des chapitres qui pas s'alternaient, mais presque entre les 5 ans plus tard et ce qui s'était passé 5 ans avant. Donc on avait la réaction de Casey et Ethan 5 ans plus tard, et en même temps on savait pas ce qui leur était arrivé, on le découvrait au fur et à mesure, et ça faisait un peu monter la tension puisqu'on savait qu'il allait arriver quelque chose, le synopsis de toute façon le dit clairement, mais on savait pas comment, on savait pas quand et quoi, et plusieurs fois je me suis dit ah peut-être que ça va être maintenant, et finalement non. Le problème ça a été en fait avec la fin, puisque je m'attendais à quelque chose de voilà, qu'il lui brise absolument le cœur, et ok un petit peu, mais ça a été trop vite, c'est... On apprend ce qui s'est passé, puis d'un seul coup on revient 5 ans après, et voilà. Et entre les deux, on sait qu'elle a été mal, mais il a manqué un petit quelque chose. On apprend qu'il lui a brisé le cœur 2 fois. Moi, je l'ai pas trouvé 2 fois dans ce livre-là. Donc je sais qu'il y a un deuxième tome, et en même temps j'hésite à le lire, puisque cette femme m'a un peu refroidi, et je me dis pourquoi avoir séparé en 2 tomes, pourquoi ne pas nous avoir tout donné tout de suite. Je pense pas que le livre soit absolument énorme, je l'ai lu en e-book, donc je sais pas, enfin voilà, je n'ai pas la quantité de pages, mais je me dis on aurait pu tout avoir plutôt que nous laisser un peu comme ça en plan, et nous faire acheter un deuxième livre pour pouvoir connaître la suite. Donc voilà, ça a été une bonne lecture et en même temps ça m'a un peu refroidi. Donc voilà, je sais pas si je vous le conseille ou je vous le conseille pas, je préfère que vous fassiez votre opinion. Donc, juste pour terminer, je suis en train de lire en ce moment Au bord de la tombe, donc le premier tome de Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Donc ça c'est Hélène de Hélène Tittel qui m'a donné envie avec cette saga. Et voilà, j'en suis déjà... J'ai un peu dépassé la moitié. Au début j'avais un petit peu du mal à rentrer dans l'histoire, mais maintenant c'est fait. Et je craque totalement pour Bones. Donc je vous en parlerai plus en détail dans un prochain update lecture. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire si vous aussi vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.